En 2025, les enquêteurs ont révélé ce qui s'est passé lors des derniers instants du submersible Titan. Et c'était pire que ce que la plupart des gens imaginaient. Pour la première fois, nous avons appris que l'équipage avait passé ses dernières minutes à tenter désespérément de se sauver. Ce fut une tentative vaine. Peu après, une pression extrême a brisé la coque, détruisant le submersible et ses occupants. Cette catastrophe, qui se préparait depuis des années, a coûté la vie à 5 personnes. Mais les preuves suggèrent que la partie la plus terrifiante de la catastrophe d'OceanGate pourrait avoir eu lieu avant l'implosion. Alors, comment 5 personnes en sont-elles venues à faire confiance à ce submersible au départ ? Convaincre des gens de financer un produit non éprouvé est déjà difficile pour une entreprise. Les convaincre de mettre leur vie entre les mains de l'entreprise serait encore plus compliqué. Mais c'est exactement ce que Stockton Rush a accompli. Le PDG d'OceanGate ne dirigeait pas seulement l'entreprise, il était l'entreprise. Après avoir cofondé OceanGate en 2009, avec l'homme d'affaires argentin Guillermo Swainlin, qui a quitté l'entreprise en 2013, Rush est devenu la force motrice derrière tout ce que faisait l'entreprise. Son énergie inépuisable et sa personnalité hors du commun ont convaincu les investisseurs et les clients d'adhérer à sa vision, et cela allait se révéler désastreux pour lui et pour tout le monde. Rush a toujours été obsédé par l'idée d'aller plus profondément que jamais. Ses premiers véhicules, Antipode et Cyclops One, étaient de petits sous-marins expérimentaux, transportant peu de personnes et atteignant des profondeurs moindres. Le troisième vaisseau, Titan, a fait ses débuts en 2018, et c'était le premier modèle privé capable d'atteindre 13 000 pieds sous l'eau. Mais l'objectif était de continuer à aller plus loin. Des plans ont été élaborés pour des modèles successifs capables d'atteindre 20 000 pieds, et cela a attiré l'attention. S'il y avait une personne à laquelle on pouvait s'attendre qu'elle soit impliquée avec OceanGate, c'était James Cameron, le réalisateur de Titanic, qui était devenu l'un des explorateurs des grands fonds marins les plus connus au monde après avoir réalisé une série de plongées révolutionnaires. Mais malgré la notoriété croissante d'OceanGate, Cameron était resté à l'écart. Il aurait refusé plusieurs invitations à plonger avec la société et n'y a jamais investi. Cela aurait pu être le premier avertissement. Ce ne serait pas le dernier. Alors que le développement du Titan s'accélérait en 2019, Rush a pris une série de mesures qui ont donné au projet une bien plus grande crédibilité. Le principal atout était la coque en composite de fibres de carbone du Titan, une conception originale qu'OceanGate pensait révolutionner l'exploration des grands fonds. La société a discuté avec la NASA et passé contrat avec des industriels de l'aérospatiale pour fabriquer des pièces essentielles. Le projet restait financé presque entièrement par des investisseurs privés, qui avaient injecté plus de 18 millions de dollars dans son développement. Soudainement, OceanGate semblait être un projet sérieux. La coque était la grande fierté du submersible Titan, une conception expérimentale censée lui permettre de résister à une pression extrême. C'était une conception très différente du Deep Sea Challenger de James Cameron, basée sur une forme de torpille et une mousse de flottabilité spéciale pour résister aux grandes profondeurs. Pour aider à développer la technologie du Titan, OceanGate a également consulté des experts de l'université de Washington, et même le géant de l'aérospatiale Boeing. Sauf que tout cela pourrait bien avoir été un mensonge. En affichant ses logos partout sur sa conception et dans le marketing d'une opération de vie ou de mort, Rush a créé un faux sentiment de sécurité. Les gens connaissaient ces noms. Ils étaient convaincus que ces organismes ne prêteraient pas leur expertise à un projet voué à l'échec. Et ils avaient raison. Ils ne l'auraient pas fait. Pour le lien avec la NASA, Rush a profité d'un programme qui permettait aux entreprises privées, intéressées par l'exploration des grands fonds marins et de l'espace d'accéder à certaines installations. La NASA n'a pas participé à la conception de la coque. Boeing et l'université de Washington ont, après la catastrophe, déclaré n'avoir aucune implication. Tout cela faisait partie de l'arnaque de Rush, et cela a coûté la vie à 5 personnes. OceanGate n'était pas vraiment une entreprise aérospatiale, mais une escroquerie reposant sur un marketing trompeur, révélé après la mort du fondateur. La catastrophe d'OceanGate reposait sur un problème central. Le matériau avec lequel il a été construit n'allait jamais fonctionner. Développer un sous-marin est extrêmement difficile parce que le niveau de pression qu'il doit supporter est incroyable. Pour ceux qui descendent à la même profondeur que celle où le Titanic a coulé, ils subiront une pression de 5500 à 5800 psi. C'est comme si le poids d'un pick-up était concentré sur la minuscule surface d'un timbre-poste. Parieriez-vous votre vie sur quelque chose capable de résister à cela ? Rush le faisait, et il a choisi le pire matériau possible pour travailler. Construire des sous-marins n'a jamais été facile. Depuis plus d'un siècle, les ingénieurs comptent sur les métaux, parce qu'ils sont solides, et surtout, ils résistent à la pression. Des coques en acier des sous-marins allemands, aux alliages spécialisés utilisés dans les sous-marins modernes de la marine américaine. La formule est restée en grande partie la même.
Utiliser des matériaux capables de survivre à des plongées répétées, tout en montrant des signes d'avertissement évidents lorsque quelque chose commence à mal tourner. Rush cherchait autre chose. Pour lui, le Titan était à la fois un navire de recherche et une opportunité rentable, une croisière de luxe pour les riches. Les clients paieraient des centaines de milliers de dollars pour descendre au fond de l'océan. Si les voyages d'essai se passaient bien, Rush voulait accélérer la production et augmenter l'offre de ses navires. Il fallait donc réduire les coûts. La mousse utilisée par Deep Sea Challenger était incroyablement chère et difficile à fabriquer. Elle se composait d'innombrables petites sphères de verre dans de la mousse, ce qui exigeait un niveau de précision dont la mise au point demanderait du temps et de l'argent. Voici une question. Si deux personnes investissent la même somme, pourquoi l'une réussit-elle souvent mieux ? Ce n'est pas une question de chance. Tout commence par deux mythes, auxquels des millions d'investisseurs croient encore. Démystifions-les avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. Le S&P 500 américain connaît de fortes baisses chaque année. Et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses, sous le coup de l'émotion. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont compliqués et ne sont pas destinés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen de l'investissement alternatif pour les particuliers a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagnez un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et répartissez les risques. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Investissez dès 50 € avec une gestion automatisée ou gardez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Voilà, c'est fait. 2 mythes sur l'investissement ont été démystifiés. Investissez dès aujourd'hui avec Mintos. Vous voulez accélérer les choses. Alors il s'est tourné vers la conception d'une nouvelle mousse en polymère, renforcée de fibres de carbone comme base du submersible. Ce matériau coûtait moins cher, mais tester sa résistance à la compression en profondeur était notoirement difficile. Et c'était un énorme risque, un risque qui ne serait pas payant. Cela permettrait de réduire le recours aux 2 composants les plus coûteux du processus de construction. Il utiliserait de la mousse syntaxique pour la coque de flottabilité et du titane courant sur les sous-marins pour les dômes d'extrémité. De plus, la fibre de carbone était facilement disponible, les entreprises aérospatiales l'utilisant régulièrement. Cela signifiait que Rush pouvait l'acheter à une fraction du prix et commencer immédiatement à expérimenter avec des polymères. Si cela fonctionnait, Rush aurait conçu un système facilement reproductible que d'autres entreprises copieraient vite. Le submersible serait aussi l'un des plus légers conçus pour 5 personnes, ce qui facilitait grandement son transport sur de longues distances sans équipement spécialisé. Cela reflétait la vision singulière de Stockton Rush, aller vite et tout casser. Comme beaucoup de jeunes entrepreneurs tech, il se voyait comme un perturbateur capable d'améliorer les choses, plus vite et à moindre coût. Rush disait aux gens qu'il pouvait créer un sous-marin en fibre de carbone qui dissiperait tous les doutes, qu'il résisterait à la pression de l'océan et permettrait à Rush d'ouvrir l'exploration des grands fonds marins au grand public. Mais dès le début, des gens avertissèrent qu'il avait tort. Une erreur fatale. Pourquoi la fibre de carbone n'était-elle pas utilisée pour fabriquer des sous-marins ? Car ce matériau n'est tout simplement pas adapté. Elle est très résistante à la pression interne, à la chaleur et aux forces du ciel et de l'espace. Mais face à la pression extrême des profondeurs marines, c'est une toute autre histoire. Elle semble solide, mais peut cacher un tueur silencieux. La délamination. Cette force enlève lentement les couches protectrices de la fibre de carbone, la rendant de plus en plus vulnérable. Même dans de bonnes conditions. Ce choix pour la conception d'un sous-marin était risqué. Mais ici, les circonstances étaient loin d'être idéales. Lorsque l'épave du Titan a finalement été récupérée de l'océan, les scientifiques ont pu l'inspecter pour en découvrir les défauts fatals. Ce qu'ils ont trouvé a révélé une longue série de négligences de la part de Rush. Des défauts dans la coque provenaient de la fabrication et des plongées répétées. Le Titan a passé de longues périodes entreposé à Terre-Neuve pendant les rudes hivers du Canada atlantique. Plus tard, les critiques ont cité l'absence de protection de la coque,
comme preuve de l'approche économique de Rush. D'autres signes avant-coureurs existaient. Lors d'une plongée d'essai 1 an avant la catastrophe, des passagers auraient entendu un fort bruit dans le navire, que certains experts considèrent plus tard comme un signe de dommage dans la structure de la coque. Au moment où le Titan a entrepris sa dernière plongée, les inquiétudes grandissaient quant au fait que le submersible avait déjà subi des contraintes auxquelles il n'était jamais censé résister. Le matériau était mauvais dès le départ, et Rush l'a traité comme une ordure. Il est difficile de croire que personne n'a vu cela venir, sauf qu'ils l'ont vu, et ils en ont payé le prix. Stockton Rush se présentait souvent comme un homme orchestre chez OceanGate, mais on ne peut pas construire un meilleur sous-marin tout seul, ni même un pire apparemment. La plupart des personnes qui ont commencé dans l'entreprise ont fini par être écartées par Rush. L'un des plus connus était David Lockridge, un Glasvégien franc et direct, avec une grande expérience dans l'exploration des grands fonds et la conception de submersibles. Il a rejoint l'entreprise en 2015 recruté pour son expertise sur le Titan, et a immédiatement constaté un problème. Lockridge avait une solide expérience en exploration océanique, ayant été pilote de sous-marin, organisateur de missions de sauvetage et planificateur de plongée pour la Royal Navy. Son expertise a fait de lui la personne que Rush voulait pour diriger les opérations. Lockridge a d'abord été nommé directeur des opérations maritimes, et il prenait son travail très au sérieux. Il devait piloter le navire, ce qui faisait de lui le responsable de toutes les vies à bord avec lui. S'il repérait un problème, il le signalait, mais cela ne signifiait pas que Rush l'écouterait. Au fil des années, Lockridge a commencé à avoir des doutes sur le projet, et il a exigé une supervision par une organisation maritime indépendante. Après tout, toute la construction était expérimentale. OceanGate a finalement interrompu sa collaboration avec le laboratoire de physique appliquée de l'université de Washington, avant la fin de la conception, rapatriant toute la construction en interne. Lockridge ne savait pas si ces scientifiques étaient à la hauteur, et il a commencé à poser plus de questions, et à exprimer davantage de doutes. C'était le début de la fin. Il a observé des écarts visibles dans la coque en carbone, signe clair de délamination dû à des défauts de fabrication. Lockridge a aussi noté que les dômes en titane à l'extrémité de la coque étaient mal construits. La goutte d'eau a été lorsque Rush a annulé l'analyse de sécurité indépendante que Lockridge avait exigée pour participer. La raison invoquée était de simplifier le processus et d'économiser de l'argent. Lockridge a tenté d'exprimer ses préoccupations, mais s'est heurté à de la résistance à chaque étape. Alors il a agi seul. Lockridge savait que si le submersible continuait ainsi, il allait droit à l'échec. Au lieu de lancer l'alerte publiquement, il a gardé l'affaire en interne et envoyé un rapport à tous les directeurs, y compris Rush. Il proposait une analyse des problèmes de sécurité du submersible, notamment sur son argument de vente, un système de surveillance acoustique en temps réel pour détecter les défauts ou brèches dès leur apparition. Sur le papier, cela paraissait rassurant. En réalité, il ne fournirait qu'un avertissement de quelques millisecondes, ce qui, en profondeur, n'est pas un véritable avertissement. Lockridge a attiré l'attention de la direction, mais pas comme il le souhaitait. Le lendemain, il a été convoqué à une réunion avec un Stockton Rush furieux et d'autres directeurs. Rush a assuré qu'il ne comptait pas mourir, affirmant que le submersible était l'une des choses les plus sûres qu'il ferait. Peu après la réunion, Lockridge a été licencié. Il était tellement préoccupé par ce qu'il avait vu en travaillant chez OceanGate qu'il a contacté l'OSHA pour faire part de ses inquiétudes, espérant déclencher une inspection gouvernementale qui ralentirait le processus de lancement. Il a eu plus que ce à quoi il s'attendait. Lockridge a réussi à faire ouvrir une enquête par l'OSHA, et OceanGate a riposté violemment. Après avoir exigé le retrait de la plainte et le paiement des frais juridiques, ils ont poursuivi Lockridge et sa femme pour rupture de contrat, vol de secrets commerciaux, vol et fraude. Lockridge a demandé le rejet de la plainte, mais OceanGate avait les ressources et le temps pour pousser Lockridge à la faillite. Après des mois de bataille juridique, Lockridge a retiré sa plainte à l'OSHA, offrant à Rush ce qu'il voulait. Le procès était clos. Lockridge a aussi signé un accord de non-divulgation, assurant qu'il ne parlerait à personne de ce qu'il avait vu chez OceanGate. Rush avait réussi à utiliser le système judiciaire comme une arme en sa faveur, et ce faisant, il avait signé son propre arrêt de mort. L'équipage du Titan, composé de 5 plongeurs, était un groupe inhabituel. Stockton Rush croyait vraiment en son concept, et il était prêt à risquer sa vie pour le prouver. Il était accompagné de Hamish Harding, homme d'affaires britannique aux liens financiers avec les Émirats Arabes Unis, et de Paul-Henri Narjolet, expert français du Titanic et unique plongeur vétéran en eau profonde du groupe. Le dernier duo réunissait l'homme d'affaires pakistano-britannique Shahzada Dawood et son fils de 19 ans Suleiman. Selon le manifeste de la mission, il s'agissait de 5 spécialistes de mission, chacun ayant reçu un poste au sein de l'équipage du navire. Bien que certains
notamment les Daoud, n'aient aucune expérience en exploration des grands fonds. La raison était financière, non liée aux qualifications. Stockton Rush s'était fait de nombreux ennemis en cherchant à atteindre le Titanic, mais selon lui, son principal adversaire était sans doute la bureaucratie. Dans le passé, plusieurs catastrophes maritimes ont poussé le gouvernement à adopter la loi sur la sécurité des navires à passagers de 1993, imposant des normes plus strictes à tout navire transportant des passagers. Rush ne pouvait pas l'accepter et cherchait une faille. OceanGate était techniquement un service payant à chaque plongée, mais le prix s'élevait à la somme faramineuse de 250 000 $. C'était conçu uniquement pour les riches, et à ce niveau-là, on peut établir ses propres règles. Rush pensait que la loi de 1993 était un obstacle inutile à ses projets, alors il l'a simplement contournée en ajoutant les passagers à l'équipage, en leur attribuant à chacun un poste pro forma, qui lui permettait d'éviter les inspections approfondies que le gouvernement aurait autrement exigées. Rush savait qu'OceanGate n'aurait jamais réussi à les passer, et c'était un acte d'arrogance, pur et simple. Ironiquement, Wendy Rush, directrice de la communication d'OceanGate, et épouse de Stockton Rush, a un lien personnel avec le navire même que son mari tentait de visiter. Ses arrière-grands-parents étaient Isidore et Ida Strauss, qui ont tous deux péri à bord du Titanic. Leur fortune et leur statut auraient pu leur assurer une place dans un canot, mais Isidore a refusé tant que femmes et enfants n'étaient pas évacués. Ida est restée avec lui. Ils sont devenus deux des victimes les plus célèbres du navire, et à cause du même genre d'arrogance, le Titanic a changé la navigation à jamais, mais les leçons les plus importantes n'ont pas été retenues. Stockton Rush voyait les réglementations comme des obstacles, pas comme des avertissements, et cherchait des failles juridiques pour accélérer et réduire les coûts. Personne ne pouvait le contredire, surtout après avoir renvoyé Lockridge et réussi à le faire taire. Lorsque le submersible Titan a implosé dans les profondeurs de la mer, la réaction générale a été de dire qu'il s'agissait d'un signe noir, une implosion imprévisible que personne n'aurait pu anticiper. La plupart des gens ont pleuré la perte de vies innocentes, mais en coulisses, une image différente se dessinait. Ce n'était pas une catastrophe aléatoire, causée par une défaillance mécanique imprévisible. C'était une catastrophe entièrement évitable, et les signaux d'alerte étaient omniprésents depuis des années. Stockton Rush ne voulait tout simplement pas écouter. Avant que le Titan parte en mer, Rush a fait tester un prototype à Carl Stanley, expert en submersible. L'essai a tellement effrayé Stanley qu'il a quitté le projet, ce qui aurait dû l'arrêter. Le voyage de 2019 a eu lieu aux Bahamas, et il visait à simuler les profondeurs de la mission Titanic en plongeant à plus de 12 300 pieds. Mais à mesure qu'il descendait plus profondément, des signes de problème ont commencé à apparaître dans le submersible, et cela a failli coûter la vie à Stanley, tout comme cela a coûté la vie à ses passagers ultérieurs. Arrivé en zone de haute pression, Stanley a signalé des craquements et bruits étranges sur la coque, de plus en plus forts en descendant. Rush l'avait prévenu à propos des bruits, mais seulement dans le contexte où c'était quelque chose auquel il fallait s'attendre. Selon lui, ce n'était pas un signe de problème. Mais Stanley, connaissant bien la structure des sous-marins, a supposé qu'il pouvait s'agir d'une fissure dans la fibre de carbone. En surface, les fissures étaient très visibles, poussant Stanley à tenter d'alerter Rush. Un mois plus tard, l'inspection du prototype a révélé des fissures dans la coque, entraînant son démontage pour concevoir une nouvelle coque. Ce n'était que la première d'une longue série de plongées, avec un bilan peu reluisant. Sur les 90 plongées tentées avant la mission fatale, seulement 13 ont réussi à atteindre la profondeur du Titanic. Mais ils ont continué, en utilisant une norme inférieure à celle attendue. Le facteur de sécurité est censé prendre en compte l'incertitude. Les structures sont conçues pour supporter une pression bien supérieure à celle rencontrée en usage normal, avec une marge de sécurité souvent d'environ 2,0 ou plus dans de nombreux systèmes. Dans le cas du Titan, cette marge aurait été réduite lors des tests au lieu d'être élargie. Concrètement, c'est comme concevoir un pont pour supporter 10 voitures et ne le tester qu'avec 9. Ce n'était pas du tout une défaillance soudaine. Stockton Rush prévoyait d'échouer, même s'il ne l'aurait jamais admis. Un échec était inévitable, et le 18 juin 2023, l'océan a réclamé son dû. L'enquête post-mortem sur la catastrophe du Titan a débuté presque aussitôt après la destruction du submersible. La nouvelle a été diffusée en continu pendant des jours jusqu'à ce que la confirmation de la découverte de l'épave soit annoncée. Plus de 2 ans plus tard, le 5 août 2025, les données de télémétrie ont été rendues publiques. Elle a fourni un récit sombre des dernières minutes de Stockton Rush et de ses 4 passagers malheureux. Stockton Rush croyait en l'idée d'avancer vite et de casser des choses, et il a réussi. Mais dans ce domaine, casser des choses a des conséquences fatales. Pour mettre le submersible Titan à l'eau dans les délais et en dessous du budget, Rush a rogné sur tout ce qu'il pouvait. Il a contourné les mesures de sécurité et ignoré la loi. Il a trouvé des matériaux qui promettaient une solution magique, au processus difficile et lent de création de submersibles infaillibles.
Il s'est débarrassé de toute personne qui essayait de le dissuader de son projet de conquête des mers. Il a même utilisé son propre argent et la force de la loi pour faire taire ceux qui ne pouvaient pas être facilement achetés. Mais il y avait un adversaire qu'il ne pouvait pas soudoyer. La physique ne se soucie pas de qui vous êtes, ni de combien d'argent vous avez. Là-bas, dans les profondeurs obscures de l'océan, la coque qui craquait était le seul juge des efforts de Rush qui comptaient vraiment. Comme le Titanic il y a plus de 100 ans, les profondeurs glacées de l'Atlantique ont englouti riches et pauvres sans distinction, lorsque le Titan a rejoint un autre navire, bien plus grand, dans les abysses. Le naufrage le plus célèbre de tous les temps a scellé le destin de Stockton Rush. Découvrez maintenant pourquoi la recherche de 100 millions de dollars pour le MH370 vient de s'achever. Découvrez les développements choquants sur la recherche de l'avion disparu le plus célèbre de l'histoire ou regardez cette vidéo.